Oui, Alors, je vais démarrer si tout le monde est là et tout le monde est prêt. Donc, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci pour votre présence qui a eu raison des contraintes sanitaires et des remaniements logistiques. Nous tenons à ce que vous sachiez que votre présence est pour nous essentielle dans la mesure où nous souhaitons mener des discussions qui soient communes, transversales et nuancées. Aujourd'hui, les discussions s'articuleront autour de la thématique suivante. Un pluralisme sans conflit est-il possible? Regard croisé sur l'Afrique des Grands Lacs. Alors, peut-on envisager un pluralisme sans conflit dans la région des Grands Lacs? Nous pouvons en tout cas considérer que cette question s'impose si l'on regarde l'actualité politique et économique qui est en ce moment particulièrement mouvementée. En cela, nous pouvons prendre pour exemple les questions qui prépondèrent sur l'actualité de la RDC et du Burundi. Vous avez peut-être entendu parler des Banyamulenge persécutés par les milices Mai Mai au sud Kivu ou encore les affrontements ethniques des Herma et des Lendu. La tenue de cette table ronde prend aussi sa source et sa légitimité dans la recrudescence des conflits intercommunautaires dans la région des Grands Lacs. En effet, ces évolutions particulièrement préoccupantes nous amènent à penser la nécessité de favoriser les échanges dans un premier temps, et ensuite de favoriser la mise en réseau des défenseurs du pluralisme, qu'ils soient politiques, culturels ou religieux. Le pluralisme constitue donc une immense source de richesse pour les Grands Lacs, mais pourrait parallèlement aboutir à des fractures et à des conflits des plus insolubles. C'est pourquoi nous rappelons notre volonté de parvenir à établir une approche qui soit pluridisciplinaire et transversale. Je rappelle aussi que cette table ronde se construit à partir des valeurs promues par l'Observatoire des Pharos, c'est-à-dire le respect, la citoyenneté inclusive et la liberté de religion ou de conviction. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore ou qui ne seraient pas familiers avec celui-ci, je vais tenter de le présenter très brièvement. L'Observatoire Pharos est une association française qui œuvre à la compréhension des crises et des conflits contemporains traversés par des antagonismes identitaires. Matériellement, cela se concrétise par un réseau de chercheurs, de diplomates, de journalistes et d'acteurs religieux et juridiques qui informent et agissent à travers le monde sur la question du pluralisme. Comme énoncé précédemment, son mandat principal est de traiter du pluralisme culturel et religieux. Pour ce faire, cette table ronde se tiendra jusqu'à 20 h et sera modérée par 2 observateurs juniors. Joseph, d'abord, spécialisé sur la région des Grands Lacs et sur l'Afrique centrale, ayant mené plusieurs études de terrain pour des institutions multilatérales sur des enjeux politiques et sécuritaires, et qui exerçait jusqu'en 2019 la fonction d'analyste politique à l'Organisation internationale de la francophonie, et à qui je vais immédiatement donner la parole, et moi-même étudiant en master d'affaires et développement international à l'Université Paris-Dauphine. Nous vous rappelons également que vous pouvez contribuer à cette table ronde en posant des questions. Nous dédierons une séquence spéciale en fin de séance. Et pour ce faire, vous pouvez passer ou par Facebook, sur la plateforme de l'Observatoire Pharos, ou par mail à l'adresse email de l'Observatoire. Joseph. Merci Thibaut pour ce propos liminaire. Je rappelle que l'enjeu de notre table ronde est de croiser les regards scientifiques, juridiques et diplomatiques sur la question du pluralisme dans une région instable, où s'entremêlent les défis politiques, économiques, géopolitiques et sécuritaires qui renforcent les lignes de fracture préexistantes. Pour y parvenir, notre panel sera animé par 3 bons connaisseurs de la région des Grands Lacs, par ailleurs observateurs référents au sein de l'Observatoire Pharos. Monsieur Michel Atienko, diplomate belge, ambassadeur honoraire à Kinshasa et à Kigali, ainsi qu'en Syrie, en Arabie Saoudite, au Yémen et au Pakistan, en Afghanistan aussi, ouvrira cette table ronde. Il sera suivi par Madame Valérie Alfieri, docteur de recherche en sciences politiques et en études africaines, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs. Elle a travaillé au Burundi et au Rwanda dans les domaines de la réconciliation post-conflit et elle a par ailleurs collaboré avec plusieurs ONG. Elle sera suivie par Monsieur Jean-Pierre Getty, magistrat honoraire au tribunal pénal international pour le Rwanda de La Haye. Il a occupé les fonctions d'investigateur principal. Nous espérons que vos interventions, chers panélistes, permettront de simplifier les dynamiques complexes à l'œuvre dans cette région et aideront les internautes à comprendre ce qui se joue et pourquoi pas entrevoir les possibilités d'un pluralisme sans conflit dans les Grands Lacs. Je vais sans plus tarder passer la parole à Monsieur Michel Atienko.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez 25 minutes pour partager votre regard diplomatique sur cette région que vous connaissez bien. Merci beaucoup. 25 minutes, ça me paraît énorme, évidemment, mais je sais que quand je me mets à parler, parfois je ne m'arrête pas, donc vous devrez sans doute m'arrêter. Alors, j'étais très frappé par le titre de notre conférence et par cette limitation, si on peut dire, géographique. Le pluralisme sans conflit est-il possible? Oui, évidemment, un pluralisme sans conflit est possible, et même souhaitable, et même normal. Et les problèmes qui se posent en Afrique, dans cette région des Grands Lacs que j'aime beaucoup et que je connais un peu, sont quelque part les mêmes problèmes qui se posent dans d'autres régions du monde où le pluralisme est lui aussi, fait aussi l'objet de conflits, de violences. Parce que, évidemment, quand on dit pluralisme, il ne s'agit pas d'une diversité d'opinions, il s'agit vraiment d'une diversité de groupes qui se distinguent soit par une appartenance ethnique, soit par des convictions politiques radicales, soit par des convictions religieuses tout aussi radicales et qui s'opposent sur des territoires, sur des régions, sur des points politiques. Et quand on parle évidemment de conflit, on dit bien conflit violent parce que le pluralisme entre les partis et la démocratie est basée sur des conflits qui se résolvent pacifiquement par le débat politique. Et donc, on est bien dans un conflit politique, dans un conflit violent, où qui a des dérives violentes et un pluralisme qui n'est pas simplement un pluralisme de pensée politique, mais bien un pluralisme de groupes qui veulent se distinguer les uns des autres. Alors évidemment, on pourrait parler du pluralisme sans conflit ou du conflit que génère le pluralisme au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Russie, enfin dans tous les pays du monde où malheureusement les gens s'entretuent ou se tapent dessus parce qu'ils se considèrent meilleurs que les autres ou considèrent que leur place dans la société n'est pas suffisamment reconnue. Alors les Grands Lacs, évidemment les Grands Lacs, c'est une région qui a été marquée, comme toute l'Afrique d'ailleurs, et d'abord, qu'est-ce qu'on entend par les Grands Lacs, évidemment? Alors, j'ai bien compris que vous préfériez aujourd'hui parler de 3 pays, la République démocratique du Congo, qui est quand même un géant, le Burundi, le Rwanda, et peut-être l'Ouganda, qui se joint aussi à la région des Grands Lacs, et d'autres pays qui n'en sont pas loin, comme la Tanzanie, enfin, tous ces pays se rejoignent dans ce grand ensemble du centre de l'Afrique. Alors, la première constatation qu'il faut faire est une constatation politique, géopolitique, géographique, au fait. Un des grands problèmes, d'après moi, et c'est une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais aussi bien à Kigali et puis plus tard à Kinshasa, ou d'abord à Kinshasa, parce que Kinshasa, j'y étais plusieurs fois dans ma carrière, c'est que c'est une région tout à fait déséquilibrée. Vous avez un immense pays, la RDC, qui en taille peut se comparer à l'Europe pratiquement. Si vous prenez la carte de la RDC, vous la mettez sur l'Europe, vous allez de Prague à Brest, de Stockholm à la Sicile, c'est énorme. Et à côté de ça, vous avez 2 petits pays, enfin je dis petits pays puisqu'ils ont la taille de la Belgique, donc ce ne sont pas de grands pays, et donc il y a un déséquilibre dès le départ, un déséquilibre de poids politique dans cet ensemble, dans cette communauté des Grands Lacs. Un immense pays, 2 pays moyens, 2 petits pays. En même temps, évidemment, la question de la naissance des conflits communautaires, de ce pluralisme, est un peu liée au découpage colonial, à la période coloniale. Et on sent bien que pendant la période coloniale, très paradoxalement, il n'y avait pas de conflit communautaire, ou s'il y en avait, il y avait simplement une puissance occupante, il y avait le colon, le colon belge en l'occurrence, qui avait un mandat au Burundi, au Rwanda, mais enfin, c'était la puissance belge qui empêchait l'émergence de conflits. Et on a bien vu qu'on jouait dans cette mainmise politique à la fois un pouvoir fort, un pouvoir neutre, si on peut dire, par rapport aux différents royaumes, aux différentes tribus, aux différentes ethnies qui composent ce grand ensemble,
un pouvoir aussi qui a voulu jouer parfois telle tribu, tel royaume contre un autre, tel leader, chef tribal contre un autre, peut-être en se basant sur le fait que dans l'histoire précoloniale, tel royaume dominait l'autre ou telle région dominait une autre, et en voulant donc profiter du jeu des élites locales pour maintenir ou pour imposer un nouveau pouvoir. On a vu que progressivement, par le jeu d'abord des églises, à la fois l'Église catholique, mais aussi des missionnaires protestants, l'idée d'une égalité est venue, que la guerre, les deux guerres, la Grande Guerre de 14-18 et après la Deuxième Guerre, avec des engagements de contingents africains, non pas sur le front européen, mais sur le front africain et asiatique pour la Seconde Guerre mondiale, ont fait que l'idée d'une sorte d'égalité est née. Et puis, aux indépendances, l'idée d'une nation, d'une nouvelle nation, où finalement l'appartenance tribale, l'appartenance ethnique, l'appartenance communautaire ne jouait plus, ou ne jouait plus parce que c'était un nouveau pays où les citoyens étaient théoriquement égaux. Et on voit bien que ça n'a pas du tout marché, et que malheureusement, pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques aussi, la division s'est installée. Le pouvoir central, aussi bien à Kinshasa, à Léopoldville d'abord, puis Kinshasa, qu'à Kigali, à Bujumbura, ont voulu jouer sur des différences, et que ces différences communautaires qui avaient disparu ou qui n'existaient pas, ou qui existaient moins, ou qui n'étaient pas en tout cas conflictuelles en apparence sous le régime colonial, se sont à nouveau développées parce que il y avait une faillite quelque part d'un État fort, où il y avait peut-être une volonté aussi du pouvoir central de ces pays de diviser pour mieux régner. C'est très humain, et ça se passe malheureusement dans de nombreux pays. S'ajoutaient à ça évidemment les séquelles de la guerre froide. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, malheureusement, c'est un peu oublié, mais a été l'objet de convoitises à la fois du bloc occidental et du bloc soviétique, non pas par des occupations ou par des guerres, mais simplement par des jeux d'influence qui ont fait que tel pays avait choisi tel camp, ou plutôt se voyait imposer de choisir tel camp, et que par conséquent, des oppositions, elles, un peu manipulées peut-être par l'autre camp, suscitaient des conflits internes pour affaiblir le pays, à travers ça, évidemment, affaiblir l'autre camp. Et ça a été, je crois, certainement le cas au Congo, enfin, ce qui allait devenir le Zaïre, puis finalement la République démocratique du Congo, à un certain moment dans son histoire. Et donc, la question de savoir, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? Ces conflits existent, ces conflits sont alimentés. Ils sont alimentés par quoi? Principalement, selon moi, par le fait qu'il n'y a pas d'État. Je parle plus de la RDC que des autres pays que je connais moins. Évidemment, on peut parler du Rwanda, où on voit que là, le pouvoir a voulu, après un événement évidemment tragique qui a poussé à l'absurde les conflits communautaires, puisque le génocide rwandais est une réalité. Mais on voit bien que le président Kagame, quelles que soient ses raisons, et quelle que soit sa volonté hégémonique, si on peut dire qu'il a une volonté hégémonique dans la région, ce que je ne crois pas tout à fait vrai, mais on voit bien qu'après le génocide, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons d'union nationale, a voulu abolir en théorie les différences ethniques, et a décidé qu'il n'y avait que la citoyenneté rwandaise qui comptait, que l'appartenance Hutu, l'appartenance Tutsi, l'appartenance Twa, certes existait, et tout le monde sait qui est qui dans ce pays, mais il n'était plus question de se référer à un groupe ethnique pour quelque raison que ce soit. Plus jamais ça, en fait, plus jamais de génocide. Et Kagame, je me souviens, me l'a dit tant de fois. Nous ne voulons plus de génocide. C'est quelque chose qui a détruit notre pays, et il faut donc que nous soyons tous rwandais. Était-il sincère
je le crois, mais enfin bon, je sais bien que certaines personnes, à juste titre peut-être, contestent cette sincérité. Et donc, on se trouve dans un pays, principalement donc la République démocratique du Congo, où malheureusement l'État est faible, l'État est corrompu, ou plutôt beaucoup d'acteurs gouvernementaux sont corrompus, où la justice est inexistante, où le sentiment de citoyenneté est nié à certains, et donc par conséquent aussi leur dignité de citoyen, mais aussi leur dignité d'homme et de personnes ayant des droits. Et je crois que cette combinaison de facteurs font que les conflits forcément naissent. Les conflits, qui soient des conflits alimentés par l'accès à des ressources naturelles, que ce soit des conflits qui sont alimentés par le jeu aussi de groupes industriels ou de pays qui poursuivent des intérêts économiques d'exploitation de ressources et veulent jouer tel groupe ou tel village contre un autre, tel groupe ethnique contre un autre, telle tribu contre une autre. Le jeu des partis politiques aussi qui cherchent, ou les hommes politiques de Kinshasa qui cherchent à se ménager des réservoirs non seulement de sympathisants, mais de quasi-milices qu'ils peuvent à un certain moment mettre en route pour faire un peu de désordre et pour justifier certaines actions. Donc, une absence totale d'État. Et une absence totale d'État qui fait que le citoyen se trouve dans le fond, à moins d'être dans le camp des puissants, se trouve dans le fond dans une situation d'autodéfense permanente. Pourquoi? Parce que la justice ne fonctionnant pas, il n'y a pas d'accès à la justice pour le citoyen normal. Il faut disposer d'appui ou il faut disposer d'argent. Et si la personne qui vous fait du mal est impuissant, eh bien vous, en tant que petit citoyen, vous n'avez pratiquement aucune chance de vous faire entendre. Je me souviens d'un haut magistrat, très haut magistrat à Kinshasa, me disant en présence du président de la Cour de cassation belge, c'est quand même pas n'importe qui, me disant, écoutez, moi je juge toujours en toute équité, disait ce beau magistrat congolais, dès lors que j'ai reçu des deux parties le même montant. Eh bien, vous voyez, s'il y a à la tête de l'État, à la tête des institutions et le comportement, le conflit communautaire, le conflit va naître, parce que le seul recours que les gens peuvent avoir pour faire entendre leurs droits, puisqu'il n'y a pas d'État, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme citoyens, mais c'est une sorte d'autodéfense. C'est comme chacun veut défendre ses intérêts, son village, son précaré, et finalement ces groupes s'opposent l'un à l'autre et le conflit naît. Donc moi, ce que je pense, c'est que au-delà de la question des Grands Lacs, mais principalement dans la région des Grands Lacs, la réponse au conflit communautaire, c'est d'abord la citoyenneté, le droit, la justice. Et tant qu'il n'y a pas d'accès à la justice, il n'y aura pas de développement économique possible, puisqu'on peut injecter de l'argent, on peut faire des tas de choses, mais s'il n'y a pas de justice, les gens ne se sentent pas concernés. Et donc, c'est ce que je voudrais, moi, plaider. On en discutera sans doute dans l'heure qui vient, mais c'est cet aspect-là qui me paraît le plus important, et c'est dans ce domaine que la communauté internationale, que la communauté africaine, que des instituts comme l'Observatoire Pharos peuvent jouer un rôle, c'est-à-dire attirer l'attention sur la nécessité absolue d'instaurer dans ces pays un système où le droit prévaut, où l'état de droit prévaut, où le citoyen a accès à la justice, où le citoyen est reconnu, où la citoyenneté est reconnue, où l'homme est reconnu dans sa dignité, quelle que soit son appartenance régionale, tribale, ethnique. Voilà, j'en ai assez dit pour le moment et je cède la parole à Joseph. Bien, merci beaucoup, M. Lachenko, pour ces avis, pour ces points de vue, pour l'historicité de votre récit.
Je vais maintenant donner la parole à Valéria Alfieri qui va nous donner son point de vue sur la question et développer son argumentaire pendant 25 minutes au maximum. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Et tout d'abord, un grand merci aux organisateurs et organisatrices de cette rencontre. Comme tu le disais, Thibaut, il n'a pas été facile à cause des contraintes sanitaires. Vous le savez, moi je regrette qu'on n'a pas pu se rencontrer physiquement, mais je comprends tout à fait la situation et malheureusement, Zoom, c'est la seule manière dont on dispose à ce moment pour pouvoir continuer à échanger sur les régions qui nous intéressent. Et donc, pour revenir tout de suite à cette région qui nous réunit tous aujourd'hui et au lien que moi j'ai avec cette région, comme tu l'as dit, Joseph, je suis une chercheuse en sciences politiques et je m'intéresse aux dynamiques sociopolitiques et à la géopolitique de la région. Et au sein de cette région, qui est comme Michel Lachenko l'a dit, ce n'est pas encore bien défini, hein, quels sont les pays qui vont faire entrer dans cette région des Grands Lacs. Mais bon, le pays que moi je connais le moins mal est le Burundi, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait mes recherches doctorales. Et donc, ma thèse de doctorat a porté sur le Burundi et a porté en particulier sur la construction du pluralisme politique au Burundi en lien avec l'ethnicité et en lien avec la violence. Or, et c'est de mes recherches que je vais vous parler aujourd'hui, vous imaginez bien qu'il ne sera pas facile et je dirais impossible de vous présenter toute ma thèse de doctorat en si peu de temps, donc je vous assure, je ne le ferai pas. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails des résultats de mes recherches, ni de l'histoire du pays, mais j'ai pensé plutôt de vous présenter un peu les contours de mon travail, et donc en gros, ma démarche scientifique et mon parcours de recherche, afin de vous montrer comment mes recherches se situent par rapport à la littérature existante, ce qu'on sait déjà, et donc vous faire part de l'apport, de la contribution de mes recherches à la compréhension des dynamiques sociopolitiques dans la région et plus particulièrement au Burundi, évidemment. Mais vous verrez qu'avec ça, je peux quand même réussir à répondre à la question qui est posée dans cet atelier parce que c'était une des questions centrales de mes recherches. Et je vais par ailleurs commencer par là, donc je vous donne tout de suite ma réponse, qui est une réponse assez nette et tranchée, mais vous verrez que je vais la clarifier au fur et à mesure dans ma présentation. Est-ce qu'un pluralisme sans conflit est-il possible? Moi, je suis persuadée que oui, un pluralisme sans conflit, donc sans violence, est possible. Mais en revanche, je pense que ce qui n'est pas envisageable, c'est un pluralisme sans conflictualité. Et je vais revenir là-dessus. Et en ce qui concerne l'Afrique, ce qui est problématique, à mon avis, c'est que les conflictualités liées au pluralisme politique ne sont pas prises en compte d'une manière appropriée. Et on a souvent tendance à simplifier, et je dirais même à dépolitiser, des contextes qui sont en revanche très complexes et surtout très politisés. Et où la confrontation politique va bien au-delà d'une apparente rivalité ethnique ou religieuse. Or, je m'étais proposé de me tenir au fait dans des choses concrètes, mais finalement, j'ai décidé de faire plutôt un va-et-vient entre les théories et des arguments plus concrets. Donc, vous me permettez quand même de faire une petite introduction un peu plus théorique, donc je vous demande en fait de subir une courte intervention théorique et introduction théorique pour ensuite revenir sur mon parcours et mes enquêtes de terrain. Je pense que c'est important quand même d'articuler les deux. Alors, à mon avis, ce qui pose problème en ce qui concerne les processus de démocratisation et de sortie des conflits en Afrique, c'est l'application de la théorie libérale de la démocratie. Le paradigme libéral de la démocratie est le paradigme dominant à présent. Cette théorie libérale conçoit la démocratie comme
l'espace et le temps du consensus, d'une délibération apaisée et non conflictuelle et de la négociation fondée sur la rationalité. Et d'après les tenants de cette théorie, le pluralisme politique, le multipartisme, serait intrinsèquement pacifique, car les acteurs antagonistes sont censés s'accorder, négocier en fonction du moral commun qui se fonde sur la rationalité et d'où on évacue la dimension affective des émotions. Ce faisant, tout ce qui est conflit, violence, conflictualité est considéré comme non rationnel et donc comme non appartenant à la politique moderne, donc ne peut pas être ramené au pluralisme politique. De là, une sorte de dépolitisation du phénomène ethnique ou religieux, et les identités ethniques et religieuses sont alors reléguées à la dimension des passions. Et cela se passe surtout dans la sphère médiatique mais en une moindre mesure dans le monde de l'expertise. Et donc, on suppose qu'une fois résolu les sources des divisions et des conflits ethniques ou religieux, on pourra constituer un État démocratique pacifique qui gouverne un peuple homogène en termes de principes et de valeurs. Et donc, le fait ethnique et le fait religieux représenteraient des faits ancestraux, en fait, et donc des entraves à la démocratisation. Par conséquent, les causes des conflits et des violences sont alors dépolitisées et sont mises en lien surtout avec des causes socio-économiques, l'ethnie, la religion, la criminalité, la marginalisation sociale, la déviance. Si vous voulez, pour faire une petite comparaison, c'est un peu ce qui s'est fait en France lors des émeutes de 2005. Lorsqu'on associe les émeutes à la délinquance et au trafic de drogue et que l'on adopte une lecture culturaliste et racialisée, on occulte, consciemment ou pas, les causes plus proprement politiques. Et on dépolitise les questions que ces jeunes de banlieue ont tenté de porter dans l'espace public. Mais il y a certaines recherches en sciences sociales qui ont en revanche montré que ces émeutes constituent une véritable forme d'expression politique qui n'a pas trouvé d'autres moyens d'expression. Pour revenir à l'Afrique, la plupart donc, des approches et des interventions des organismes internationaux en matière de démocratisation et de résolution des conflits s'inspirent de cette théorie libérale de la démocratie. C'est ce qu'on appelle la paix libérale. Cette paix libérale englobe une série d'outils, de mécanismes qui devraient permettre la construction d'une démocratie libérale calquée sur le modèle occidental. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais si éventuellement vous voulez en savoir plus, il y a des travaux d'une chercheuse anglaise qui s'appelle Devon Curtis, C-U-R-T-I-S, qui travaille beaucoup sur cette question de paix libérale et qui par ailleurs s'est occupée aussi du Burundi. Cette approche de la paix libérale n'a pas amené la paix ni la démocratie dans le monde et le Burundi en est malheureusement un exemple, et notamment en ce qui concerne la négociation des paix et la démocratisation post-conflit. Donc, avant d'aborder alors cette question de la sortie de conflit au Burundi, et dû aussi le ressurgissement des violences auxquelles on assiste aujourd'hui, je vais vous donner, je pense que c'est nécessaire de vous donner quelques éléments historiques pour ceux qui ne connaissent pas le pays, pour vous permettre en fait d'avoir une idée du contexte duquel on parle. Alors, d'une manière vraiment chronologique, si on regarde l'histoire du Burundi, on voit que toute l'histoire du Burundi indépendant, du Burundi postcolonial, est ponctuée par des violences et des massacres. On commence à 1965 avec une crise politique violente. Encore, on a une crise politique en 1969. On a encore ce qu'on appelle un génocide sélectif des Hutus en 1972. Encore une crise violente en 1988, jusqu'à la guerre civile de 1993. Et encore aujourd'hui, une crise qui fait craindre l'escalade, l'éclatement d'une nouvelle guerre, compte tenu aussi d'un contexte régional qui est très instable et très délicat et qui a commencé en fait en 2015.
L'origine de ces crises est évidemment multidimensionnelle. Mais la cause principale a souvent été attribuée à l'existence de deux groupes ethniques. On a d'un côté les Hutus, qui sont la majorité dans le pays, on a de l'autre côté les Tutsis, qui sont une minorité qui se battent pour le pouvoir. Et cela aussi à cause de la colonisation, comme Michael Lachenko l'a bien dit, du découpage colonial. Donc le Burundi a été gouverné par un parti unique et un régime militaire associé aux Tutsis de 1966 à 1993. Ensuite, on a eu une petite ouverture démocratique en 1980, dans les années 90, qui a permis le retour du multipartisme. Et Melchior Ndadaye, le leader du parti d'opposition Frodebu, donc associé dans l'opinion courante au Hutu, a gagné les élections, mais il a été tué 3 mois après son élection, donc après 3 mois de gouvernement, et son assassinat a déclenché la guerre civile de 1993. Cette guerre a trouvé une résolution formelle, je dirais, avec les accords de paix d'Arusha dans les années 2000, donc en août 2000, si je ne me trompe pas. Bon, évidemment, moi, je vous donne des éléments contextuels, mais la question est beaucoup plus complexe parce que les acteurs sont beaucoup plus nombreux. Ce n'est pas que le PRONA et le Frodebu, mais il y a aussi d'autres formations politiques et politico-militaires. Mais surtout, la question ethnique n'est pas si tranchée parce que, pour ceux qui connaissent un peu ces partis politiques, dans le PRONA, on a toujours eu des Hutus qui ont aussi occupé quelques postes importants. Et le Frodebu, qui est couramment associé au Hutu, en réalité, a toujours été un parti multiethnique. Donc, les Tutsis ont toujours fait partie de ce mouvement, mais dès sa naissance. Donc là, c'est vraiment une simplification que j'ai faite pour des questions pratiques. Mais donc, comment cette guerre de 1993 a été analysée et surtout comment elle a été résolue par les experts de la paix? Alors, lors des négociations de paix qui ont eu lieu à Arusha, en Tanzanie, toutes les formations politiques et politico-militaires burundaises ont été rassemblées en deux groupes ethnopolitiques. On a mis d'un côté tous les partis politiques considérés comme majoritairement Hutus, qui ont été rassemblés dans le groupement dit du G7, et de l'autre, tous les partis politiques considérés comme majoritairement Tutsis, rassemblés dans le groupement dit du G10. Et à la tête, en tant que représentant de chaque formation politique, on a mis le Frodebu et le PRONA. Donc, on a supposé que le Frodebu pouvait représenter tous les partis politiques majoritairement Hutus et le PRONA pouvait représenter tous les partis politiques majoritairement Tutsis. L'équipe de médiation supposait qu'une fois réglée la question ethnique et trouvé un accord sur le partage ethnique du pouvoir, ces partis politiques pouvaient s'accorder sur la manière de gouverner sur la base d'un consentement mutuel. Et l'accord d'Arusha prévoyait, entre autres, la création d'une grande coalition de gouvernement qui aurait dû être formée par tous les partis qui avaient obtenu au moins 5% des votes aux élections nationales et qui étaient donc censés trouver un consensus et gouverner ensemble. Cette grande coalition ne s'est jamais concrétisée. Donc, non seulement les partis politiques n'ont pas réussi à gouverner ensemble, malgré un partage ethnique du pouvoir, donc les Hutus et les Tutsis sont bien au pouvoir aujourd'hui, mais à partir de 2010, on a assisté à une nouvelle escalade de violence qui a amené à la crise de 2015. Donc pourquoi ce ressurgissement des violences, malgré la résolution d'une question ethnique qui a en fait qui a engendré des violences de masse pendant des années? Alors, à mon avis, d'après ce que mes recherches m'ont permis de comprendre, le problème, dans le cadre de ces négociations de paix, c'est que la plupart des partis qui composaient ces regroupements, donc le G7 et le G10, ne se sentaient pas représentés forcément par le PRONA, le Frodebu, parce que les identités partisanes vont au-delà d'une identité ethnique. Et ce n'est pas parce que la composition sociale d'un parti est majoritairement Hutu que ce parti doit forcément avoir des points en commun avec tous les autres partis majoritairement Hutu. Parce que la ligne des frontières politiques va au-delà de l'ethnicité, de l'appartenance ethnique, et les partis divergent non seulement pour leur composition sociale, mais ils ont aussi une idéologie, ils ont des perceptions différentes du politique et des visions différentes de la démocratie,
ils sont une structure et une discipline interne différentes, des modalités de mobilisation différentes, des discours différents, etc., etc. Sauf qu'à Arusha, toute cette complexité n'a pas été prise en compte. Et c'est là parce qu'on a tendance un peu à considérer les partis politiques en Afrique comme quelque chose de différent des partis politiques occidentaux. L'Afrique est toujours quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et par ailleurs, les deux principaux mouvements armés plus importants au Burundi, donc le CNDD-FDD, qui est le parti actuellement au pouvoir, et le FNL, n'avaient pas participé aux négociations d'Arusha. Du coup, leur point de vue n'avait pas du tout été pris en compte. D'où la remise en question de l'accord d'Arusha aujourd'hui par le CNDD-FDD qui est au pouvoir. Donc, si vous voulez, Arusha a résolu la pointe de l'iceberg, la partie la plus visible, mais a laissé irrésolu un nombre de conflictualités. D'une certaine manière, Arusha a permis la réconciliation ethnique, mais n'a pas résolu le problème de la cohabitation sur la scène politique d'une pluralité de formations partisanes dont l'identité ne se réduit pas à l'ethnie et dont les relations restent très conflictuelles malgré le partage ethnique du pouvoir. Du coup, la conflictualité a rapidement réapparu, la conflictualité politique, et cette conflictualité s'est encore une fois concrétisée dans des violences qui ont connu une progressive escalade, et la crise de 2015 a mis finalement fin au pluralisme politique qui avait réémergé en 2000, et la plupart des leaders d'opposition ont été obligés de quitter le pays, sont réfugiés ailleurs, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, c'est les deux. Malgré tout ça, en fait, encore aujourd'hui, on a tendance à aborder la crise burundaise en termes ethniques. On a quand même tendance, dans les médias, à véhiculer cette image d'une Afrique tribalisée, qui m'interpelle beaucoup. Et pour vous donner une idée donc, de tout le paradoxe de la question ethnique, là, je reviens à mon expérience personnelle. Alors, moi, j'ai mis pied au Burundi la première fois en 2005. J'ai travaillé pour une ONG italienne, j'ai travaillé au Burundi et au Rwanda. Et en 2005, pratiquement, moi, j'arrive au Burundi en pleine campagne électorale. C'était pendant les premières élections démocratiques post-conflit. Et à ce moment-là, les gens commençaient timidement à parler de la question ethnique, mais faisaient aussi des blagues parfois sur la question ethnique. Les quartiers qui étaient devenus pendant la guerre une sorte de ghetto ethnique commençaient à redevenir mixtes. Bon, il y avait quand même une forme de réconciliation ethnique qui se mettait en place, qui était bien visible. Mais on commençait à voir émerger ce qu'on considérait être une nouvelle forme de rivalité, mais on comprendra plus tard que ce n'était pas finalement si nouvelle, une rivalité entre les formations politiques qu'on considérait comme majoritairement Hutus. Et cette rivalité devient très farouche. Parce qu'entre 2006 et 2008 à peu près, il y avait encore des affrontements armés au Burundi entre le CNDD-FDD et le FNL, qui sont deux formations politiques considérées comme majoritairement Hutus. Alors que le CNDD-FDD et l'UPRONA, donc des Hutus et des Tutsis, se partageaient le pouvoir. Cela, pratiquement, ne correspondait pas du tout à ce que moi j'avais appris et j'avais lu sur le Burundi. Parce que moi, j'avais appris l'histoire que je vous ai racontée, des Hutus et des Tutsis qui se battent pour le pouvoir. Et là, je me retrouvais dans un contexte très différent où certains observateurs parlaient de rivalité intra-ethnique, de rivalité intra-Hutu. Et donc, il y a deux questions qui m'interpellent à ce moment et qui m'ont poussé ensuite à entreprendre un parcours de recherche parce que je voulais comprendre ce qui pour moi c'était un paradoxe énorme. Voilà, l'écart entre les réalités que je vivais sur le terrain et ce que j'avais appris sur ces pays d'un côté, et de l'autre, le fait que malgré la marginalisation de la rivalité interethnique de la sphère politique, on continuait quand même à adopter un registre discursif de l'ethnicité pour expliquer les conflictualités. Alors, dans les années 90, c'était des Hutus et des Tutsis qui se battaient pour le pouvoir. Et dans les années 2000, on parlait des Hutus qui se battent entre eux pour le leadership d'un prétendu électorat Hutu. Donc, en gros, on revient toujours à parler de l'ethnicité au Burundi. Et c'est cette question-là que j'ai voulu comprendre. Et c'est pour cela que j'ai décidé donc de travailler sur
des partis politiques pour comprendre la véritable nature de l'identité partisane et la véritable nature des rivalités partisanes. Or, évidemment, je reviens un peu à la théorie. Dans le monde scientifique, il y a eu plusieurs recherches qui se sont attelées à déconstruire l'ethnicité, à expliquer le sens, la signification de l'appartenance ethnique. Et désormais, c'est un acquis. On sait très bien que les ethnies ne sont pas une essence, c'est-à-dire quelque chose, une réalité objective, mais elles sont plutôt une construction qui donc il faut déconstruire pour mieux comprendre. Ça, c'est désormais un constat. Cependant, ce qu'on sait moins bien, beaucoup moins bien, c'est pourquoi l'appel ethnique fonctionne, pourquoi l'appel religieux fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'appel ethnique ou religieux arrive à mobiliser des individus et des groupes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné surgissent des violences ethniques ou religieuses? Alors que dans un contexte historique différent, probablement on assiste à une sorte de désethnicisation des rivalités, comme cela est le cas du Burundi dans les années 2000. Et cela montre bien en fait que la question ethnique est une construction, c'est une construction sociale et je dirais surtout une construction politique. Et donc dans ma thèse, je m'interroge moins sur la réalité de l'identité ethnique que sur le processus d'ethnicisation. Donc je montre que l'ethnicisation est un processus qui s'est fait à un moment donné, mais qui peut se défaire, et qu'on peut aussi assister à son contraire, ce que j'appelle un processus de désethnicisation. On peut donc avoir un moment historique qui est pré-ethniciste, un moment historique qui est post-ethnique, comme le Burundi des années 2000, par exemple. Donc, cela m'a permis de repérer les facteurs de mobilisation, à la fois politique et militaire, qui se cachent derrière l'ethnicité. Bon, je ne vais pas vous les annoncer parce que ça prendrait trop de temps. Mais en gros, je montre que pour comprendre en profondeur le pluralisme politique en Afrique, il faut considérer l'ethnicité non pas comme un élément extérieur, comme un obstacle au pluralisme ou à la démocratie, mais comme un élément constitutif de la construction du multipartisme. En gros, l'ethnicité au Burundi, c'est la manifestation de l'appropriation du multipartisme par les acteurs locaux. C'est une manière burundaise, si vous voulez, d'entrer dans la modernité et de commencer à construire et à former. Moi, j'ose dire la démocratie parce que je considère que le multipartisme, c'est quand même la base de la démocratie. Et ce processus d'appropriation, c'est un processus qui est en cours et qui, dans les années 90, dans les années 80, est passé malheureusement par des affrontements violents. Parce que le pluralisme, comme je vous disais, est intrinsèquement conflictuel, mais il peut ne pas être violent. Mais il faut quand même accepter l'existence des conflictualités qui sont multiples et il faut trouver des mécanismes pour les gérer au lieu de les neutraliser ou de les annuler comme voudrait la vulgate libérale. Une autre question, c'est vraiment mon dernier point, si j'ai encore quelques minutes de temps, sinon je m'arrête. Je peux aborder encore un dernier point. L'étude des partis politiques dans le monde scientifique. En France, on trouve très peu d'études sur les partis politiques en Afrique. En revanche, on les trouve beaucoup plus dans le monde anglophone. Mais dans le monde anglophone, l'approche la plus répandue est une approche fonctionnaliste et institutionnelle des partis politiques, c'est-à-dire on étudie en gros comment les partis fonctionnent au sein des institutions. Et on utilise comme modèle de référence le modèle occidental. Et donc, on a une approche normative qui étudie en fait comment un parti politique devrait être, comment un parti politique devrait fonctionner en fonction de ce qui s'est fait, de ce qu'on connaît se faire en Occident. Et c'est cette approche-là, très occidentalisée, qui nous empêche, si vous voulez, de comprendre le sens et la signification du multipartisme en Afrique. Pour comprendre cela, il faut aller au-delà de ce qui se passe au sein des institutions
et descendre à un niveau un peu plus bas, à un niveau micro, au niveau des individus, des micro-groupes. C'est ce que j'essaie de faire dans mes recherches pour comprendre en fait comment les individus se relationnent aux politiques. Pourquoi les individus s'engagent en politique? Quelle est la signification de leur engagement? Quel est leur rapport avec la politique? Comment ils se fidélisent aux partis politiques? Pourquoi ils choisissent un parti plutôt qu'un autre? Parce que le CNDD-FDD, le Front Debout, le FNL sont tous des partis considérés comme majoritairement Hutus. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu choisit l'un plutôt que l'autre? Il y a bien évidemment d'autres raisons qui vont au-delà de l'ethnie et de l'ethnicité. Donc, pour conclure, moi je dirais que d'un côté, les conceptions libérales de la démocratie associées à l'idée que les partis politiques seraient dysfonctionnels ou en tout cas inconsistants parce qu'on ne peut pas les ramener au modèle occidental, font qu'ensemble, on sous-estime la complexité et la spécificité des partis politiques en Afrique, et cela empêche de concevoir des outils et des politiques appropriés et plus adaptés aux spécificités locales. Donc oui, la violence n'appartient pas au pluralisme politique, mais le pluralisme politique est intrinsèquement conflictuel et pour éviter les violences, il faut d'abord changer la manière d'apprendre le pluralisme, il faut désoccidentaliser le regard et commencer à considérer le pluralisme politique en Afrique en toute leur complexité. Et je vous remercie de l'écoute et de l'attention et je m'arrête ici. Merci beaucoup Valérie Alfieri pour cette approche transversale des choses, à cheval entre la théorie et la pratique, illustrée de nombreux exemples qui nous parleront à tous. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Pierre Ageti pour peut-être obtenir une approche un peu plus juridique de la question. Vous avez entre 20 et 25 minutes. Monsieur Jean-Pierre Ageti, vous m'entendez? Je crois que ces problèmes de connexion viennent d'être réglés. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Vous m'entendez? Moi, je vous entends pas. On vous entend Oui? très bien. Bon, Oui. d'accord. Que fait-on? On vous laisse la parole pendant 20-25 minutes. Très bien. Eh bien, bonjour à tous et un grand merci pour cette invitation. J'ai été très intéressé par les explications fournies par mes deux précédents orateurs parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses que je partage. Pour régler tout de suite un petit problème avec Valéria, sachez Valéria que j'ai fait partie d'une mission d'enquête sur l'assassinat du président Ndadaye en 1994 et dirigée par Ellison Desforges. Et puis, une deuxième chose, Valéria, vous avez évoqué les émeutes de 2005 et il se trouve que j'ai jugé les émeutiers de Villiers-le-Bel dans le cadre de ces émeutes. C'est pour dire que vous avez évoqué beaucoup de choses qui sont remontées pour moi. Mais ce n'est pas l'objet direct de nos propos. Alors, je voudrais très rapidement me présenter. Je suis magistrat à la retraite à l'heure actuelle, mais j'ai exercé pendant 40 ans, et même un petit peu plus, la fonction de magistrat pénaliste. J'ai donc été à ce titre pendant plus de 15 ans juge d'instruction à Paris. Ensuite, et j'y reviendrai très rapidement, ensuite j'ai été détaché à l'ONU auprès du tribunal pénal international pour les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. Et comme à l'époque, le procureur qui était en place et chapeautait également le tribunal pénal international pour le Rwanda, il m'est donc arrivé en tant qu'enquêteur principal directement rattaché au procureur d'enquêter sur ces deux terrains, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Donc ça m'a donné une possibilité de comparaison des fonctionnements de ces deux juridictions. Et puis enfin,
lorsque je suis revenu du Rwanda, après avoir passé presque 2 ans dans ces juridictions internationales, je suis revenu à Paris où j'ai exercé pendant 18 ans la fonction de président de cour d'assises. Tout ça pour dire que cette activité de pénaliste m'a donné une ouverture assez particulière sur notamment la justice pénale internationale. Ça a été une occasion qui d'ailleurs s'est enrichie très fortement par ma participation à différentes associations et principalement la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, qui était très mobilisée à l'époque sur la justice pénale internationale. Donc, c'est à ce titre que j'ai effectué un certain nombre de missions en Afrique, particulièrement au Rwanda, et ça m'a donné véritablement l'occasion d'apprécier les difficultés de rendre la justice dans ces pays. Alors, ce que je voudrais dire, et c'est véritablement des choses qui me tiennent à cœur parce que je les ai vécues très, très directement, pour répondre à cette question principale de savoir si un pluralisme sans conflit est possible, Valéria l'a très bien expliqué dans son exposé et j'y adhère totalement. Michel a également fait valoir son point de vue de diplomate, qui était un point de vue large et très ouvert. Moi, en tant que magistrat, j'aurais peut-être un point de vue plus restreint, à savoir que le droit, la justice est contrainte par des règles, la loi. Donc, dans ces contraintes-là, le juge ne peut pas faire librement tout ce qu'il souhaiterait. Il y a donc un certain nombre d'obligations et de règles à respecter qui limitent son pouvoir d'intervention. En ce qui concerne notamment ma participation aux juridictions pénales internationales, il s'est trouvé que j'y suis venu à la demande du ministère de la Justice français parce que j'avais instruit en tant que juge d'instruction les crimes contre l'humanité commis en France durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une matière tout à fait exceptionnelle, mais qui m'a donné l'occasion d'approfondir ces questions de crimes contre l'humanité, de génocide, de violation des droits de la guerre, etc. Donc, sur la base de cette expérience et de ces études, il s'est trouvé qu'on m'a demandé si j'étais partant pour aller composer tout à fait à la création de ces juridictions, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, puis ensuite le tribunal pénal international pour le Rwanda. J'ai bien entendu accepté parce que ça rentrait véritablement dans mes convictions et, j'allais dire modestement, dans mes compétences. Qu'est-ce que je peux dire de toute cette expérience à la fois des juridictions françaises qui ont traité des sujets de crimes contre l'humanité et des juridictions internationales, et j'allais dire aussi les juridictions de droit commun classiques telles qu'elles peuvent exister dans tous les pays? Eh bien, c'est bien sûr que la justice, c'est le lieu de convergence de tous les conflits et que, à ce titre, le rôle du juge est primordial. Mais il n'est primordial que dans la mesure où il peut exercer son activité dans un contexte qui lui garantit une totale indépendance, une totale neutralité. Ceci impose, bien entendu, et ça a été évoqué, la création d'un état de droit qui puisse garantir l'exercice normal de la justice et la garantie d'indépendance des juges. Si on se réfère, bien entendu, aux juridictions qui ont été créées tout de suite après le génocide au Rwanda, chacun conviendra que la justice avait été complètement décimée à l'occasion de ces événements. Et d'ailleurs, à l'occasion aussi d'une mission que j'ai effectuée avec des avocats, j'ai participé aux premières formations de procureurs à Kigali, qui étaient en fait quelques greffiers rescapés du génocide et qu'il fallait former pour qu'ils puissent tenir le rôle du parquet dans les premières juridictions qui tentaient de se rétablir à l'époque. Autant dire que c'était un travail extrêmement difficile. Cette justice, qu'elle soit nationale ou internationale, comporte néanmoins entre ces deux exigences un intermédiaire, qui est ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est celle qui est mise en place pour pallier précisément aux défaillances et aux manquements d'un État qui a été complètement
perturbés, bousculés, soit par des crimes comme ceux qui ont pu exister au Rwanda, voire au Burundi, soit parce que l'État est complètement défaillant et n'assure plus, comme le disait Michel, l'accès possible du citoyen à la justice. Donc, il faut bien trouver un moyen terme qui puisse restaurer progressivement une justice de droit commun, une justice, j'allais dire, classique, pour pouvoir permettre la résolution de ces conflits. Alors, cette justice transitionnelle peut présenter diverses formes. Celle qui peut être spontanément mise en place, j'allais dire, là encore, c'est la justice locale traditionnelle. Je ne dis pas transitionnelle, je dis traditionnelle. Au Rwanda, par exemple, c'était les gachacha. Les gachacha ont joué un rôle important et continuent d'ailleurs, on continue d'ailleurs pendant un certain temps à jouer ce rôle de résolution des conflits. Ces juridictions traditionnelles, néanmoins, ont leurs limites parce qu'elles fonctionnent selon des règles qui échappent aux règles habituelles du fonctionnement de la justice dans la régulation des conflits, à savoir les droits de la défense, le droit de savoir quelles sont les accusations qui sont portées contre quelqu'un et qui les porte. Donc, il y a toute une série d'exigences et de garanties qui, dans la justice traditionnelle telle que les gachacha peuvent les présenter, sont quelquefois extrêmement aléatoires. Hein. Donc, c'est une possibilité, mais qui, face à ce drame qui a eu lieu dans cette région, ne pallie pas à tous les inconvénients. Alors, il peut y avoir, et ça a été le cas, les juridictions ad hoc internationales. C'est la possibilité qui est offerte lorsque les juridictions nationales sont dans l'incapacité de pouvoir précisément prendre en charge la résolution de ces conflits, et notamment, en l'occurrence, pour ces juridictions internationales ad hoc, les hauts responsables des crimes qui ont pu être commis à l'époque. Alors moi, j'ai eu l'avantage, entre guillemets, de connaître le fonctionnement de ces deux juridictions, pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Et nécessairement, j'ai été amené à faire des comparaisons. Je ne vous cache pas que lorsque je me trouvais à La Haye pour décider des enquêtes avec le procureur dans l'ex-Yougoslavie, les conditions de travail étaient totalement différentes de celles que j'ai pu trouver lorsque je me suis rendu à Kigali pour mettre en place les premières équipes d'enquêteurs. Ce qui veut dire qu'il y a une question de volonté aussi politique de vouloir investir dans cette justice transitionnelle que représentent ces juridictions pénales internationales. Donc, il faut se rappeler que tout à fait au départ, souvenez-vous notamment pour l'ex-Yougoslavie, ce qui a déclenché la mise en place de cette juridiction, c'est ce qui s'est passé au marché de Sarajevo, qui a été bombardé et qui a été le facteur déclenchant de la communauté internationale pour pousser les hommes politiques à mettre en place cette juridiction. Ensuite, malheureusement, il y a eu ces événements dramatiques du Rwanda qui, là aussi, a contraint la communauté internationale d'instaurer de telles juridictions pour pouvoir sanctionner les plus hauts responsables. Donc, cette justice pénale internationale a pu répondre, dans une certaine mesure, à une attente, celle de rendre la justice, celle de dire la justice. A-t-elle donné toute satisfaction ? Loin de là. Hein. Je dirais à un certain point, oui. Peut-être plus en ce qui concerne la justice rendue pour l'ex-Yougoslavie qu'au Rwanda. Quoi qu'encore, c'est que c'était une première, hein, puisque ces juridictions ont été créées, c'est la première fois que de telles juridictions avaient été créées depuis Nuremberg, et l'expérience qui a été mise en place, bien sûr, a eu ses faiblesses, a eu ses défaillances, mais elle a quand même joué un rôle incontestable de régulation des conflits. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai constaté peut-être plus dans l'ex-Yougoslavie qu'au Rwanda.
au Rwanda, il y a eu effectivement beaucoup plus de difficultés, j'allais dire là encore, pour des raisons purement pratiques, hein, purement matérielles. Je me souviens être arrivé à Kigali en 1995 et il y avait un vice-procureur qui était en place, M. Rakoto Manana, et les locaux dans lesquels nous étions censés travailler étaient absolument délabrés. Les premiers enquêteurs qui sont arrivés sur place pour faire les premières investigations n'étaient absolument pas formés à la problématique rwandaise. Ce qui fait que définir les objectifs, définir une méthode de travail, ça a été extrêmement difficile. Au fil du temps, les choses se sont améliorées et récemment, on a clôturé les activités du tribunal d'Arusha. Il y a un reliquat qui est transmis au mécanisme, ce qu'on appelle ainsi, pour les derniers procès en cours et les dernières personnes arrêtées. Mais entre-temps, il y a eu quand même une grande réflexion et il y a eu des améliorations. Qu'est-ce qui peut encore exister pour pallier aux défaillances d'un État pour rendre la justice, car il ne peut pas y avoir de paix sans justice. D'ailleurs, à ce titre, je souligne un point important. Il faut se rappeler que les tribunaux ad hoc qui ont été créés par l'ONU l'ont été dans le cadre du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Le chapitre 7 de la charte de l'ONU considère que la justice joue un rôle de maintien et de rétablissement de la paix. Donc, à ce titre, je crois que la justice a véritablement sa place et son rôle dans cette régulation des conflits. Alors, je disais qu'il peut y avoir encore d'autres moyens de solutionner tous ces conflits, c'est par le biais de la compétence universelle. La compétence universelle, c'est la possibilité d'un État sur lequel d'ailleurs il n'y a pas eu de conflit direct, c'est un État extérieur. Prenons par exemple la France par rapport au Rwanda. La France est compétente pour juger des ressortissants rwandais dès lors qu'ils se trouvent sur le territoire français. Donc vous voyez qu'il y a comment dire, une complémentarité dans l'action judiciaire pour faire en sorte que la justice soit rendue pour la grande satisfaction des citoyens. Alors maintenant, est-ce qu'elle joue son rôle complètement? Si on fait la comparaison entre la justice internationale, pénale internationale sous les différentes formes que je viens d'évoquer, et je n'ai pas évoqué la Cour pénale internationale, mais qui a été créée bien après, si on considère cela et qu'on la rapproche des justices nationales, on peut avoir un bilan globalement positif. Dans une justice nationale, les juridictions pénales, tribunaux correctionnels, cours d'assises, sont quand même des éléments importants de régulation des conflits. Et que pour l'avoir expérimenté directement et personnellement, je peux assurer et confirmer que les justiciables dans les pays démocratiques, lorsque les garanties sont offertes à toutes les parties, qu'il y existe un juge indépendant dans un état de droit démocratique, la justice peut remplir pleinement son office. La justice internationale, peut-être que son principal défaut, c'est souvent la justice des vainqueurs et qu'à ce titre, elle peut être critiquée. C'est une justice aussi qui impose et qui se réfère à des principes de droit humanitaire qui ne sont pas forcément bien compris et bien connus par ceux qui sont directement concernés. Donc, il peut y avoir un décalage entre la justice internationale telle qu'elle est rendue actuellement et la compréhension qui en est faite par ceux qui sont directement concernés. J'ai toujours considéré en tant que professionnel qu'une justice admise, c'était une justice comprise. Et je ne suis pas sûr que ça soit toujours le cas. Dernier point, pour revenir sur le Rwanda, notamment à l'heure actuelle. Il y a eu de très grosses difficultés pour exercer la justice internationale au Rwanda, notamment du fait de M. Kagame,
qui, vous l'avez peut-être suivi, enfin cette affaire, et qui refusait systématiquement, lorsque Madame Carla Del Ponte était en poste en tant que procureur au Rwanda, d'ouvrir des enquêtes sur le rôle qu'avait pu jouer le FPR lorsque les troupes menées par M. Kagame sont revenues au Rwanda et que des crimes ont été commis. M. Kagame a toujours refusé qu'on puisse enquêter sur ces crimes-là, en tout cas par le biais de la juridiction internationale, estimant qu'on ne pouvait pas considérer qu'il puisse y avoir deux génocides à mettre en parallèle dans son pays. Donc ça a aussi compliqué la tâche du Rwanda, des juridictions rwandaises, sachant par ailleurs qu'on peut aussi se poser la question de l'indépendance des juges au Rwanda à l'heure actuelle. C'est pas garanti, je n'en suis pas convaincu, et que dès lors, ces juridictions qui devraient fonctionner selon les règles démocratiques ne le sont pas forcément. Voilà, donc c'est un bilan mitigé que je vous offre. Il ne faut pas désespérer parce que le temps va peut-être faire son office et peut-être qu'à l'avenir, les juridictions nationales rwandaises ou ailleurs pourront remplir pleinement leur office selon les critères du procès équitable. Je vous remercie. Thomas, Thibault, c'est à toi. Bon, eh bien, merci pour toutes ces interventions très pertinentes et qui se complètent les unes aux autres. Avec ces 3 points de vue, nous arrivons à une mosaïque très complète, c'est très pluridisciplinaire et très transversale. On va maintenant passer aux questions des internautes et aux questions des membres, même si vous voulez interagir entre vous, nécessiter des clarifications ou alors un point de vue sur une question ou une autre, n'hésitez pas à le faire. On a une question d'un premier internaute qui nous demande, allez-y, Monsieur Lachenko, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Je voulais ajouter à ce que vient de dire Jean-Pierre un autre point qui a été discuté, qui n'a jamais réussi à se mettre en place comme dans la justice transitionnelle, c'est la question des chambres mixtes, c'est-à-dire une composition des tribunaux qui, dans le pays du conflit, où des magistrats locaux sont assistés de magistrats, souvent de magistrats honoraires, venant d'autres pays, de façon à donner peut-être une plus grande indépendance à ces juridictions. Ça n'a jamais marché, à mon sens, parce qu'il n'y a pas d'accord finalement, ni des pays hôtes, ni de la communauté internationale sur la composition de ces chambres et sur leur fonctionnement. Et il y a aussi une grande opposition de la magistrature locale qui considère que ces juges seraient de super juges et qui seraient mieux payés qu'eux. Enfin, il y a des tas de questions d'organisation. Et alors, il y a une autre question qui me tient à cœur et où la faillite de la justice internationale est très patente, c'est la question des indemnisations des victimes. Et je me suis souvent interrogé en tant que diplomate sur la question de savoir si les différents pays bailleurs de fonds qui apportent une aide au développement à ces pays ne devraient pas constituer une sorte d'enveloppe commune qui serait gérée évidemment par les Nations Unies, qui serait gérée de façon neutre ou le plus neutre possible, qui permettrait aux victimes d'exactions et de crimes d'être indemnisées quelle que soit la décision ou l'absence de décision judiciaire. Parce que l'un des facteurs évidemment de la permanence des conflits communautaires, c'est le fait d'abord l'impunité de ceux qui commettent les crimes et de leurs commanditaires, et le fait que finalement les victimes, on reconnaît peut-être qu'il y a eu des victimes, mais elles ne sont pas indemnisées. Et je crois qu'en Afghanistan, où j'ai été aussi, les Nations Unies avaient tenté de faire, d'instaurer un système d'indemnisation des villages qui avaient été, je ne sais pas des indemnisations individuelles, c'est des indemnisations collectives pour la communauté qui a été affectée par des crimes. Ça avait plus ou moins marché, puis ça a été abandonné pour 1000 raisons. Mais c'est une remarque que je voulais faire. Et si vous me permettez, puisque j'ai la parole, je voudrais quand même reprendre certains points. Je crois, moi, que, indépendamment du pays, pour qu'il y ait une pacification des conflits,
Il faut, on l'a dit, le respect du droit, de l'état de droit, la fin de la corruption, ça me paraît très important, mais il faut également aussi une vraie reconnaissance de la citoyenneté. Et cette reconnaissance de la citoyenneté, c'est tout simple, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, comme en France, la laïcité aussi des institutions à tous les sens. Je crois aussi qu'il faut insister beaucoup, et on ne le fait pas suffisamment, sur l'éducation pour tous et la mise en œuvre de façon globale des objectifs du millénaire pour le développement. Ce sont des conditions de base, des conditions pour que les gens se sentent mieux, des conditions indispensables. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi, la reconnaissance des droits des minorités, des équipes les événements sportifs. Je crois que les événements sportifs jouent énormément pour la constitution d'une identité nationale au-delà des clivages ethniques et des clivages communautaires. C'est très important, ça se passe, on le voit très bien, par exemple en RDC, où les gens se tapent dessus, mais dès que l'équipe nationale est dans un match, tout le monde est derrière. Donc c'est quand même assez extraordinaire, cette mobilisation du sport. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, mais je crois que ce sont des points que je n'avais pas soulevés dans ma première intervention. Merci. Simplement, pardon, pour compléter ce que disait Michel, et je crois qu'il a parfaitement raison, concernant les juridictions mixtes internationales, ça a été le cas, ça a été créé notamment au Cambodge, après le génocide des Khmers rouges. Donc, c'est une expérience qui a eu lieu, qui a donné quelques résultats, et donc ce n'est pas simplement un projet très théorique, ça s'est concrétisé donc au Cambodge. Vous me faites, c'était passionnant, surtout parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas vraiment, celui du droit international et des juridictions internationales. Mais ça m'a fait penser aussi à la question de l'immunité. Le fait que, si je ne me trompe pas, une des conditions pour que des mouvements armés puissent s'asseoir à la table des négociations, c'est qu'on reconnaisse l'immunité à certaines personnalités ou leaders politiques qu'après, souvent, se retrouvent au pouvoir. Et donc, comment pouvoir juger des individus ou des groupes qui jouissent de l'immunité alors qu'ils se trouvent probablement au gouvernement d'un pays, par exemple? La réponse est très simple, en tout cas en ce qui concerne les juridictions internationales. L'immunité n'est pas un obstacle à poursuivre en justice cette personne. Donc, personne ne peut se prévaloir d'une immunité pour ne pas comparaître devant une juridiction internationale. Voilà. Oui, allez-y, monsieur Lachenko, s'il vous plaît. Il faut juste activer votre micro. Non, on ne vous entend toujours pas. C'est votre micro qui est désactivé. Je ne sais pas si vous pouvez appuyer sur le mute. Bon, sinon, vous pouvez écrire dans le chat, c'est un peu moins pratique et c'est moins direct comme rapport, mais si l'information sera passée. Voilà, ça marche maintenant. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Sur la question de l'immunité, il est évident, je parle d'un point de vue diplomatique ou politique, il est évident qu'à partir du moment où s'engagent des négociations entre groupes armés sous l'égide des Nations Unies ou sous l'égide d'un médiateur tiers, il est évident que souvent l'accord politique, et pour autant évidemment que cette médiation aboutisse à un accord, mais cette médiation, je ne dis pas qu'elle pérennise l'immunité, mais on arrive à obtenir des résultats par de grandes conférences de réconciliation nationale et par beaucoup de blabla.
Mais il est évident que si quelqu'un qui est un criminel ou qui est un membre d'un groupe armé s'engage à une négociation et qu'on lui dit à la fin de la négociation, quoi qu'il arrive, tu seras condamné, il y a peu de chances qu'il s'y rende. Donc il y a beaucoup de cynisme dans tout ça. Un cynisme qui peut être utile, évidemment, si ça permet de mettre fin à des conflits. Bon, eh bien, merci. Je vais donc passer à la question de l'internaute dont je vous parlais précédemment et qui part d'un constat pour parvenir à une question. La voici. Les chefs d'État se sont accusés ou s'accusent mutuellement de déstabilisation par le levier communautaire et certains sont en tension ouverte. Sont-ils des obstacles dans la construction de la paix entre communautés dans la région? Elle n'est pas ciblée, donc si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y, monsieur Latino. Oui, je n'ai pas très bien compris. Vous pouvez répéter la question plus lentement, s'il vous plaît? Bien sûr, la voici donc. Les chefs d'État se sont accusés ou s'accusent mutuellement de déstabilisation par le levier communautaire et certains sont en tension ouverte. La question est la suivante. Sont-ils des obstacles dans la construction de la paix entre communautés dans la région? Oui et non. Oui et non, parce que dans un monde idéal, évidemment, les gens se rendraient compte de l'imbécilité de cette violence gratuite. Je dirais, dans le fond, pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table et se mettre d'accord? Et d'ailleurs, c'est une des causes peut-être des conflits communautaires, c'est qu'avec la modernisation, il y a eu la fin d'une sorte de conscience historique des différents groupes et la fin et l'abandon de traditions anciennes de résolution des conflits. Et donc là où dans le temps il y avait des conflits sur des problèmes communautaires ou des problèmes de voisinage ou des problèmes de rapt de personnes ou d'enlèvement de bétail, comme c'était souvent le cas dans la région, mais il y avait des sortes de grandes cérémonies de réconciliation avec parfois assez violentes, parfois, mais où les gens réussissaient à se mettre d'accord. Mais comme ces traditions sont mortes, et elles sont mortes aussi un peu à cause de l'urbanisation de l'Afrique et au cours aussi au fait que beaucoup d'élites maintenant sont des élites qui ne sont issues d'une seule région du pays, mais par des mariages d'autres. Donc il y a une perte de la langue, des langues locales, perte des traditions. Et donc, idéalement, les gens pourraient se mettre d'accord. Mais d'un autre côté, s'il y a un constat qui est fait, que tel groupe ethnique est activé par un voisin, par un État voisin, il est évident qu'on peut dire que les chefs d'État sont alors des obstacles, ou que ces pays sont des obstacles à la résolution, mais sont peut-être aussi des solutions, puisque alors on pourrait envisager, et c'est le cas dans le cadre de la conférence des pays des Grands Lacs, c'est le cas dans le cadre de l'Union africaine, des réunions où justement on se met autour de la table, ces chefs d'État, et se mettent d'accord finalement qu'ils vont arrêter de créer des conflits les uns chez les autres en activant tel ou tel groupe. Ça ne vaut pas uniquement pour l'Afrique. Prenez par exemple le conflit actuel entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On peut s'imaginer, ou le conflit en Ukraine entre les séparatistes et l'Ukraine, on peut s'imaginer qu'il y a quand même des groupes, des pays derrière, et que s'il y avait y avoir une entente entre les chefs d'État de ces pays, bien peut-être que ces conflits s'atténueraient en intensité et peut-être même cesseraient. Donc la réponse est oui et non. Voilà. Alors, j'aimerais également poser deux questions. Une première qui vise notamment à mettre en perspective cette question du pluralisme avec les évolutions politiques dans la sous-région. Sur cette question, sur ce point, justement, j'aimerais savoir si les évolutions, les changements de régime qu'on a enregistrés ces 2 dernières années, notamment au Burundi, mais aussi en RDC, pourraient contribuer à l'apaisement des tensions intercommunautaires dans la sous-région. On a vu par exemple que le président Tshisekedi a engagé une nouvelle initiative visant notamment à rassembler ses voisins autour de la question de l'instabilité dans l'est de la RDC,
notamment pour collaborer ensemble et renforcer la coopération militaire afin de résoudre les conflits dans cette sous-région. Est-ce que cette initiative-là peut contribuer à l'apaisement et est-ce que la contribution du Burundi également, qui était absent lors de la dernière rencontre entre les chefs d'État de la sous-région, elle est également déterminante pour apaiser les tensions dans cette région instable? Oui, mais allez-y, allez-y. Non, je crois, moi, que de toute façon, toutes les initiatives de ce genre sont de bonnes initiatives. Et le fait que le président Tshisekedi souhaite réunir les chefs d'État de la région, de la sous-région, pour discuter de la situation régionale, parce qu'il ne va pas discuter uniquement de la situation dans son pays, est certainement une bonne chose. Le problème, de nouveau, c'est, je le disais au tout début de mon intervention, c'est le poids géographique. Le poids géographique, il faut bien s'imaginer ce que c'est. En fait, moi qui suis belge, je vois ça toujours de la même façon. C'est comme si nous discutions, nous, uniquement avec la France ou avec l'Allemagne. Ce sont des géants par rapport à nous. Et donc, le Rwanda, le Burundi, par rapport à la RDC immense, c'est un peu déséquilibré. Et donc, c'est pour ça que peut-être une réunion régionale qui implique d'autres pays permettrait l'ébauche d'une solution. Mais le problème, d'après moi, en RDC, est moins le problème du voisinage, bien qu'il existe, qu'un problème purement interne. C'est le conflit politique qui existe. On voit bien dans l'actualité récente la dispute qui existe, alors qu'ils sont alliés théoriquement entre les partis qui forment la coalition qui supporte, qui appuie le président Tshisekedi, et la coalition des partis qui appuie l'ancien président Kabila, qui s'entendaient plus ou moins pour diriger le pays. Ils se disputent actuellement, comme en témoigne par exemple toute la question de la nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Donc le problème, d'après moi, au Congo, en RDC, est plus un problème interne qu'un problème extérieur, bien que, évidemment, des groupes armés de diverses obédiences sont manipulés, sont instrumentalisés pour des raisons de politique intérieure et de politique extérieure par leurs voisins. C'est évident. Madame Valéria Alfieri, vous souhaitiez intervenir? Oui. Et je répondis aussi à la question qui a été posée précédemment sur la responsabilité des chefs d'État. Parce que moi, je considère que la politique est toujours responsable, en fait, a toujours un impact énorme sur les dynamiques qui concernent les sociétés. Mais je ne parlerai pas de violences communautaires, je parlerai des violences tout court. Parce que c'est une limitation, parler des violences communautaires. Et, bien sûr, les politiciens, les hommes politiques, les chefs d'État ont toujours quand même un pouvoir pour, d'une certaine manière, augmenter ou mettre en veille des rivalités latentes, qu'elles soient ethniques ou religieuses, mais les instrumentalisations politiques ne sont pas suffisantes pour faire déclencher un conflit ethnique. Le cas du Burundi est frappant. Ça fait déjà des années qu'on accuse le gouvernement de réallumer, de raviver le spectre de l'ethnicité, mais finalement, on ne voit pas vraiment apparaître des questions ethniques ou des rivalités ethniques. La question est politique, tout court. Les militants qui sont pourchassés sont à la fois des Hutus et des Tutsis. Les partis politiques d'opposition sont à la fois Hutus et Tutsis. Pour ce qui est de la région, moi, je vous partage mon inquiétude. Et je pense que l'élection du nouveau président congolais a changé les équilibres au niveau régional, a permis d'une certaine manière, a permis aux mouvements d'opposition armée à la fois burundais et rwandais qui sont sur le territoire congolais d'avoir un espace de manœuvre différent qu'auparavant. Et donc, on le voit avec des attaques armées qui se font au Burundi, avec des accusations entre le Burundi et le Rwanda. Moi, franchement, je ne vois pas vraiment des éléments qui permettent de nourrir un espoir pour l'avenir proche de cette région, malgré la rencontre qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères burundais et rwandais il y a 2 jours, oui, à la frontière.
je ne pense pas que ces deux pays puissent arriver à un accord en si peu de temps et si facilement. Je pense que les intérêts nationaux sont tellement divergents qu'ils vont quand même avoir du mal. Et je trouve que la situation régionale, il faut quand même la suivre parce que c'est inquiétant. Merci. Je voudrais poser la deuxième question à Monsieur Jean-Pierre Jetti, notamment au sujet de la justice transitionnelle sur laquelle il a insisté comme étant un mécanisme qui peut atténuer les tensions dans cette région. J'aimerais savoir si les positions qui ont été récemment prises, notamment par la MONUSCO, la responsable de la MONUSCO, qui estime que la réintégration des groupes, des seigneurs de guerre dans l'appareil sécuritaire ainsi que l'amnistie pourrait se révéler extrêmement dangereuse pour le processus de paix dans cette région. Est-ce qu'il faut exclure cette option à laquelle le président Tshisekedi est attaché ou est-ce qu'il faut effectivement penser ou maintenir ce dispositif de réintégration des groupes armés et d'amnistie pour ceux qui ont par le passé commis des violences des droits de l'homme? C'est une question importante que vous soulevez, Joseph. Sur le plan géopolitique de l'Afrique que vous évoquez, je ne suis pas suffisamment informé pour vous donner une réponse précise à ce sujet, mais je voudrais vous donner exprimer 2 points. Le premier, c'est l'expérience directe que j'ai eue au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. À l'époque, la guerre faisait rage. Il y avait un Japonais désigné par l'ONU comme intermédiaire entre les différents partis en conflit et qui négociait autant qu'il pouvait sans grand résultat. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait été créé et le procureur de l'époque, qui était M. Goldstone, avait la charge donc de poursuivre et faire juger, sanctionner les hauts responsables de ce conflit, notamment les responsables serbes. Au démarrage du tribunal, la position du procureur était assez timorée. Oui, il ne faut pas, par nos actions, entraver la diplomatie, il y a des négociations qui sont en cours, etc. Et nous voyons en tant qu'enquêteurs les choses se dégrader puisque ça aboutit au massacre de Srebrenica où il y a eu 8000 morts parmi les Bosniaques. Et on a incité le procureur à changer de position. Et le procureur a eu cette intelligence de le faire en disant ceci. La justice doit remplir son office. Nous avons été mandatés par l'ONU pour poursuivre les hauts responsables de ces conflits. Que par conséquent, la diplomatie a son rôle, elle a sa mission, mais nous avons la nôtre. Par conséquent, nous allons poursuivre immédiatement, autant que faire se peut, les hauts responsables des massacres perpétrés dans l'ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie, à savoir Mladic et Karadzic. Alors, il y a eu, lorsque cette annonce a été faite et portée à la connaissance des diplomates, des hauts cris en disant vous allez entraver le processus de paix, etc., etc. C'est pas possible, calmez-vous. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que immédiatement après, le gouvernement français, notamment sous l'égide de M. Chirac, a pris des initiatives qui ont abouti aux accords de Dayton, avec tout ce que cela pouvait comporter pour faire en sorte que la communauté internationale réagisse de manière concertée pour mettre fin au conflit. Ce qui veut dire que la justice, lorsqu'elle s'extrait du monde politique ou diplomatique, peut être aussi un facteur indépendant et efficace de paix. La deuxième chose que vous évoquez, Joseph, c'est le rôle de l'amnistie. C'est un grave problème. À ce sujet, je pourrais me référer, parce que c'est mes connaissances les meilleures, à ce qui s'est passé en Algérie. Lorsqu'il y avait eu le conflit algérien, que la France avait donc mené des actions en Algérie, et la guerre qui existait sur place ne trouvait pas de solution. Jusqu'au jour où
le général de Gaulle, à l'époque, a décidé de prendre le taureau par les cornes, si je peux utiliser cette expression, et il y a eu des négociations qui ont abouti en 1962 aux accords de Paris, aux accords d'Évian. Dans ces accords d'Évian, il était extrêmement prévu que la France accordait l'amnistie à tous ceux qui étaient susceptibles d'avoir commis des crimes dans l'Algérie de l'époque. Que par conséquent, cette amnistie a été incontestablement un facteur de paix. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est transposable dans toutes les situations? Je ne sais pas. Toujours est-il que le conflit franco-algérien a été solutionné en très grande partie par cette disposition prévue dans les accords de paix d'Évian. Donc, c'est simplement ces deux exemples que je voulais évoquer pour illustrer votre question. Très bien, eh bien, merci pour cette réponse. Nous avons d'autres questions qui attendent sur le tard. On en a une qui est destinée à Valéria Alfieri, qui se découpe en deux temps. Alors la voici. Ne pensez-vous pas que la trop récurrente ethnicisation des conflits en Afrique a conduit à des analyses erronées, entravant le rétablissement d'une paix pérenne et durable? Et la seconde, qui découle de la première. La nécessité ne serait-elle pas de rétablir une historicité des conflits afin de mieux comprendre les dynamiques locales? Oui, mais c'est en fait un peu ce que j'évoquais dans mon intervention, tout à fait. Cette tendance à ethniciser tout conflit, conflictualité et violence en Afrique, évidemment, entrave, si vous voulez, la recherche d'une paix durable, parce qu'on ne permet pas de repérer d'autres facteurs, d'autres raisons qui se cachent derrière cette apparente rivalité ethnique. Mais il y a des recherches qui se font là-dessus. Il y a plusieurs recherches en sciences sociales qui travaillent sur les résolutions des conflits, les sorties des conflits, en bien au-delà d'une vision qui s'arrête à les questions ethniques et religieuses. Merci beaucoup. Quelqu'un veut intervenir sur la question? Oui, allez-y, monsieur Lachenko. On a toujours un problème de micro qui ne souhaite pas se connecter. Bon, eh bien, si ça revient, je vous passerai la parole. Pour l'instant, je vais devoir poursuivre. Pardonnez-moi pour ça. On a une nouvelle question pour Valérie Alfieri. Est-ce qu'un véritable pluralisme au Burundi est-il possible? La crise de 2015 et surtout la mobilisation de la jeunesse a très bien montré une certaine conscience démocratique par le bas, mais qui doit constamment se confronter à la violence politique, qui demeure une condition structurelle dans le pays et le premier moyen de contrôle par le pouvoir. Oui, moi je pense qu'on a déjà un pluralisme au Burundi. On a un multipartisme au Burundi. Au niveau des institutions, certes, on l'a d'une manière intermittente. On l'a eu début 90, on l'a eu ensuite en 2000, puis ça s'est arrêté avec la crise de 2015, mais au niveau des institutions. Mais c'est simplement un déplacement. Maintenant, on peut parler d'un pluralisme, d'un multipartisme qui est extra-institutionnel et qui s'est fait pour la plupart à l'extérieur du pays. Donc, à mon avis, moi, je vois le pluralisme mais aussi la démocratie et l'État, en termes de processus. Ce sont des processus en formation. Le pluralisme est en train de se faire, est en train de se construire. Évidemment, ce n'est pas un processus linéaire. On ne va pas d'un point A vers un point B. On peut avoir des reculs, on peut avoir des phases intermittentes. Ça passe aussi par la violence. Et c'est cette violence qu'il faut gérer, c'est cette violence qu'il faut apprendre à gérer, en fait. Oui, allez-y, si vous parvenez à vous en sortir avec votre micro. Oui, j'ai réussi, je crois. Non, pour revenir à la question précédente, je me souviens d'un article dans Libération, mais il y a de nombreuses années,
au moment du génocide ou après le génocide rwandais de Stephen Smith qui disait que parallèlement au déploiement de forces des Nations Unies dans des pays en crise ou en résolution de conflits, il fallait peut-être penser à un déploiement d'anthropologues et d'historiens qui essaieraient de comprendre justement l'histoire du pays et l'histoire des conflits pour essayer de trouver dans le passé des explications qui permettraient peut-être de dégager des solutions. Je crois que c'est important. Et alors, pour reprendre ce que vient de dire Valéria, c'est vrai que le pluralisme, on peut voir les choses comme ça. Le pluralisme est en construction partout dans la région. Et il passe par des phases très violentes. Alors, est-ce que dans d'autres régions du monde, la construction d'un pluralisme, la construction de la démocratie, d'une démocratie pacifiée, est-ce que ça s'est passé de la même façon? Est-ce que nous avons eu, nous, en Europe, de tels conflits? Sans doute, oui, on a eu plein de guerres, des guerres de religion, les guerres de ceci. Enfin, dans tous les continents, dans tous les pays, il y a eu de terribles conflits. Alors, est-ce que l'on peut voir d'une façon optimiste, peut-être sur une longue échelle, à long terme, la phase actuelle que traverse la région des Grands Lacs comme une phase dans l'histoire de la construction d'un pluralisme démocratique? Peut-être, mais enfin, c'est quand même beaucoup de gens qui souffrent en attendant. Donc, oui et non. Une question d'un internaute pour M. Jean-Pierre Getty. Vous avez parlé du rôle du tribunal pénal international dans la résolution du conflit au Rwanda. Pensez-vous que cela pourrait s'appliquer dans la région du Kivu en RDC, sachant la faiblesse actuelle de l'État, la taille du territoire et la pluralité des acteurs, de nombreux groupes ethniques et milices qui y opèrent? Personnellement, enfin, c'est mon point de vue personnel, hein. Je suis très partisan des juridictions ad hoc pour un certain nombre de situations. Vous savez qu'il y a, et je l'évoquais tout à l'heure très rapidement, la Cour pénale internationale qui remplit un office de justice sur la planète entière. C'est quelque chose de tout à fait intéressant, de tout à fait, comment dire, qui peut répondre à des attentes indiscutables. Néanmoins, c'est une juridiction complexe. C'est une juridiction subsidiaire, c'est-à-dire qui n'intervient que si les juridictions nationales n'agissent pas et qui nécessite des moyens colossaux pour pouvoir fonctionner. Ce que je ferai comme remarque, c'est qu'entre ces deux juridictions, les juridictions ad hoc et puis la Cour pénale internationale, c'est que ma faveur allant vers les juridictions ad hoc, c'est qu'elles sont proches du terrain. Elles sont susceptibles de mieux répondre aux attentes de la population qui est directement concernée. J'évoquais tout à l'heure la juridiction mixte internationale pour le Cambodge. La question du génocide cambodgien est une problématique très locale qui concerne spécifiquement le Cambodge et la façon dont les grands auteurs de ce crime de génocide ont été traduits devant cette juridiction, je pense, a donné grande satisfaction. Et la population cambodgienne a pu comprendre et suivre de manière plus précise l'évolution des travaux de ce tribunal. Alors que la Cour pénale internationale, elle est très lointaine, c'est quelque chose de très abstrait pour les populations concernées et que par conséquent, l'impact que pourrait avoir une décision de justice dans ce domaine-là reste tout à fait aléatoire. Donc voilà, par ailleurs, je ne cherche pas à dénigrer la Cour pénale internationale, mais il y a aussi d'autres types de juridictions possibles. Vous prenez par exemple Hissène Habré, qui était un Tchadien, qui avait commis un certain nombre de crimes au Tchad, et notamment l'enlèvement d'une Française. Il a été jugé par une chambre extraordinaire au Sénégal. Donc, une juridiction qui a été spécifiquement montée
pour juger cet individu. Il y a également des juridictions qui ont été créées au Timor. Il y en a qui ont été créées au Liban. Donc, vous voyez que cette justice ad hoc peut répondre à des besoins qui, à mon sens, sont spécifiques et qui répondent mieux à une attente des populations concernées. Si je dois compléter mon point de vue sur la Cour pénale internationale, parce que je vous disais tout à l'heure que j'avais été membre de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui, à cette époque des travaux sur la constitution de la Cour pénale internationale, a beaucoup œuvré. Et on a soutenu la création de cette juridiction. Toutefois, moi, j'avais une position assez divergente. Je sentais que cette juridiction pénale internationale universelle allait être quelque chose de très compliqué. Et j'avais suggéré qu'il fallait plutôt développer et favoriser la création des juridictions ad hoc, mais en revanche, pour éviter des divergences d'interprétation dans les textes internationaux par ces différentes juridictions, qu'on crée une cour d'appel internationale devant laquelle on pourrait porter tous les appels de toutes ces juridictions ad hoc et d'uniformiser de la sorte les décisions en matière de droit pénal international. Bon, cette proposition n'a pas été retenue, je le regrette à titre personnel, mais maintenant elle fonctionne et il faut attendre qu'elle se rôde pour pouvoir connaître mieux, faire un bilan plus précis de son activité. Voilà donc ce que Merci pour cette réponse. Donc, on a encore de nouvelles questions des internautes. On a une qui vous est destinée à tous les trois. La question de l'accès aux ressources agricoles et surtout minières sont des entrants majeurs dans la conflictualité régionale. Comment pourrait-on impliquer communautés et États pour atténuer les effets de cette conflictualité? Oui, Oui. bon, c'est une question que l'on se pose, évidemment. Encore une fois, peut-être que la première réponse serait le respect du droit, le respect du code minier, le respect des obligations auxquelles les entreprises minières sont soumises dans les pays où ils exploitent des mines. Le paiement des taxes et des impôts, le paiement de salaires qui correspondent à la norme nationale, je ne vais pas dire la norme internationale, mais la norme nationale au moins. Tout ça sont des choses qui malheureusement ne sont pas respectées par de nombreux groupes miniers, ou je ne veux pas dire groupes miniers, mais de nombreuses entreprises minières qui exploitent des mines de façon illégale. Les grands groupes, eux, les grands groupes internationaux, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des groupes chinois, je parle de la RDC évidemment. Il y a quelques groupes chinois, je crois qu'il y a encore un groupe australien. Les groupes occidentaux se sont retirés parce qu'il y avait un vrai problème de ce que les anglo-saxons appellent compliance. Ils n'étaient pas en mesure de répondre aux exigences en droit de l'entreprise dans leur pays d'origine, au Canada ou en Australie, notamment quant au paiement de pots de vin, quant au paiement de choses qui sont évidemment tout à fait interdites. Il faut une anecdote pour vous dire, un grand groupe minier australien en RDC à l'époque où j'y étais employait autant d'ingénieurs, autant de juristes que d'ingénieurs, ce qui est assez rare pour une mine. Et il y avait énormément de juristes qui étaient là pour voir comment échapper à tel impôt ou comment justement s'arranger avec les autorités. Alors, moi, j'ai souvent pensé, et je crois que l'idée avait été développée pendant la guerre. Vous vous rappelez qu'à un certain moment, dans les années 1998, 2000, 2002, 2003, il y a eu cette fameuse guerre au Congo. Et le Congo, il y avait une partition. Il y avait le Congo-Kinshasa, il y avait le Congo de Goma, il y avait le Congo de Kisangani. Et chacun de ces groupes exploitait évidemment des mines. Et à l'époque, je me souviens qu'avec un petit groupe, on avait suggéré que, indépendamment
de ce qui allait se passer sur le terrain, mais que chacun de ces mini-États ou de ces autorités plutôt verse dans une sorte de pot commun une sorte d'impôt qui serait déterminé, qui permettrait au pays, une fois réuni, d'avoir des moyens. Donc je crois que c'est possible, mais ça demande évidemment une volonté. Alors, l'un des problèmes du conflit dans les Kivu, c'est que beaucoup pas nécessairement des États, mais beaucoup d'exploitants de mines se font protéger soit par des groupes armés ad hoc, soit par des généraux des forces armées ou d'ex-généraux qui sont sur le payroll et qui assurent la protection de la mine. Et donc la mine est exploitée de façon illégale sans que l'on paye les impôts requis, mais on paye bien quelque chose aux protecteurs. C'est un peu un système un peu mafieux. C'est malheureusement une réalité. Donc c'est possible, mais ça demande de la bonne volonté et on voit bien qu'elle n'est pas très présente dans cette région. Je constate que M. Jean-Pierre Jetti veut prendre la parole. Oui, s'il vous plaît. Oui. Après je crois qu'il y a un point. Après votre intervention, vous aurez une minute. Il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué jusqu'à présent. Oui, j'en ai pas pour long, qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, et l'intervention de Michel m'y fait penser. C'est le rôle aussi des ONG. C'est les ONG, quelles qu'elles soient, dans quelques pays que ce soit, peuvent jouer un rôle de complémentarité dans la solution des conflits. Notamment, je pense, pour la question qui vient d'être posée sur les mines, des associations comme Sherpa, qui en France agit énormément pour la défense des intérêts des travailleurs ou des populations lésées précisément par ces grands groupes financiers ou économiques ou industriels. Vous avez également Transparency International qui joue un rôle très important sur la corruption. Vous avez également Survie qui, en Afrique, et plus particulièrement au Rwanda ou au Burundi ou en RDC, joue également un rôle de veille extrêmement intéressant et n'hésite pas à engager les procédures nécessaires pour mettre ces entreprises face à leurs responsabilités vis-à-vis des travailleurs et des populations. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'aurais pu développer beaucoup plus sur le sujet concernant notamment le rôle de Sherpa, dont j'ai été le vice-président pendant une dizaine d'années, mais c'est peut-être pas le cadre de notre entretien. Voilà. Vous gardez la parole pour un dernier mot pour sortir, parce qu'on se rapproche vers la fin. Un dernier mot pour sortir, si vous avez un mot. Écoutez, oui, écoutez, moi je suis tout à fait enthousiaste pour agir, et je le fais encore à l'heure actuelle à travers différentes associations, parce que je suis membre d'Avocats sans frontières. C'est pour vous dire que depuis que je suis à la retraite, ça fait bientôt 7 ans, j'ai toujours eu une motivation extrêmement forte pour la justice pénale internationale. Et j'ai rempli un certain nombre de missions. Et pour vos auditeurs ou téléspectateurs, c'est peut-être un message que je souhaiterais faire passer. Engagez-vous. Engagez-vous. N'ayez pas peur, choisissez l'organisation que vous souhaitez, mais ne restez pas sur votre canapé avec votre console. Il y a des choses à faire, il y a des responsabilités à prendre et vous avez un rôle à jouer. Donc, faites-le. Maintenant, moi, j'arrive à une époque où je passe le relais, mais il y a matière à pouvoir avoir de très grandes satisfactions sur différents terrains à travers toutes ces organisations, quelle qu'elle soit. Merci pour ce message qui interpelle la jeunesse. Madame Valérie Alfieri, avez-vous quelque chose à dire comme mot de fin? Non, juste toutes mes félicitations à Pharos pour l'organisation de cette rencontre qui a été pour moi aussi très enrichissante. Et justement, je pense que vous êtes engagé, comme le dit Jacques, vous êtes bien engagé sur la voie de la défense du pluralisme culturel, politique, technique, quel que ce soit dans le monde. Et je suis heureuse de pouvoir vous accompagner et donner ma toute petite contribution. Et j'espère que cette occasion de débat et de rencontre puisse se répéter. J'espère surtout dans un contexte plus convivial et moins contraignant. Merci beaucoup. Merci à vous. La parole est à Monsieur Michel Latienko. Oui, merci beaucoup. Donc moi aussi, je voudrais vous remercier tous
cet échange intéressant. Ce que je crois qui serait utile serait de répéter l'exercice, mais cette fois-ci dans la région même. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver, soit via des ONG sur place, soit via les Nations Unies, pourquoi pas les Nations Unies qui sont neutres, ou qui se doivent être neutres, de créer avec la société civile congolaise, rwandaise, burundaise, peut-être 3 débats différents, et puis peut-être un jour faire un débat commun entre les 3 pays, avoir un même débat qui pourrait être sur le même thème, parce que nous parlons ici en Europe, enfin moi je suis au Mexique, mais je veux dire, on parle ici, on est loin d'Afrique. Donc peut-être que la société civile et surtout les mouvements de jeunesse, je pense par exemple à la Lucha au Kivu, au Congo, ont des choses, certainement des idées à avancer, et de façon non polémique. Et de façon à peut-être en invitant aussi des parlementaires, c'est peut-être aussi un débat qui pourrait être mené par l'Union interparlementaire, c'est-à-dire de façon à impliquer dans la discussion des parlementaires des 3 pays. Comment sortir de cette violence? Je pense aussi évidemment au rôle des églises, parce qu'elles sont un facteur non pas de division dans ces pays, mais un facteur d'unité nationale, même si souvent cette unité se fait contre le gouvernement en place. Mais ce sont aussi des personnes qui doivent être entendues et doivent contribuer au débat. Et je souhaite évidemment, peut-être que Pharos pourrait jouer un rôle d'organisation, c'est évidemment un vaste projet, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas trouver des partenaires en Afrique pour lancer ce genre de débat tout à fait sympathique et utile, je crois. Merci. Merci beaucoup pour vos différentes interventions qui ont permis d'apporter un peu plus de lumière sur cette réalité complexe des Grands Lacs. À l'issue de cette table ronde qui visait à mieux comprendre les enjeux du pluralisme et les tensions autour de la question du pluralisme dans les Grands Lacs, à travers votre regard croisé, notamment le regard de chercheurs, de diplomates et d'experts juridiques, on retiendra de vos interventions qu'un pluralisme sans conflit violent est possible dans les Grands Lacs. Toutefois, vous avez précisé que la conflictualité est inhérente à tout contexte pluraliste. À travers un détour par la géographie et l'histoire tumultueuse de la région, M. Latienko a repéré une dizaine de causes déterminantes des conflits intercommunautaires. Il a par la suite présenté quelques conditions à satisfaire pour réconcilier les antagonismes dans la région des Grands Lacs, soulignant l'importance de la justice. Son copanéliste, M. Jean-Pierre Jetti, a insisté sur le rôle de la justice, en l'occurrence la justice transitionnelle et les mécanismes judiciaires de substitution dans la régulation des conflits qui déchirent cette région stratégique. Quant à la chercheuse Valérie Alferi, elle a défendu que l'ethnicité est à la fois un élément structurant de la conflictualité et une ressource du politique dans les Grands Lacs. Elle a convoqué des recherches de terrain et son expérience personnelle pour étayer l'influence du processus d'ethnicisation dans la construction du multipartisme au Burundi, mais a aussi alerté sur les risques d'une essentialisation des antagonismes politiques. Je vous remercie pour vos interventions et je voudrais également remercier tous les internautes qui ont ménagé du temps pour participer à cette table ronde, ainsi qu'à mon co-panéliste, mon co-modérateur, Thibaut. Je souhaitais également le remercier et vous souhaiter à tous et à toutes un agréable week-end. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Ici. Joseph.